C'est un mouvement social d'ampleur, d'une nature complexe, qui a pris des proportions inattendues en une semaine. Selon les chiffres de la CGT et ceux du ministère de l'Intérieur, il y a eu 3 fois plus de personnes dans les rues ce 18 septembre que lors de la mobilisation du 10 septembre. Si de nombreux observateurs avaient qualifié le mouvement Bloquons tout d'échec, de mouvement qui n'avait pas fonctionné, cette journée est un échec, le Bloquons tout n'a pas marché. C'est un échec. C'est un échec. Ils étaient nombreux quand même. Et une récupération par l'ultra-gauche. Nous avons précisément mis en échec cette stratégie et les bloqueurs n'ont pas bloqué la France. L'action Bloquons tout a été un échec. Nous avons documenté ce jeudi une convergence de mobilisation entre le mouvement Bloquons tout, issu de la société civile, hors des institutions associatives ou syndicales, et le mouvement intersyndical. Résultat, une journée exceptionnelle dont il convient de comprendre l'ampleur, la nature politique et les revendications en s'appuyant sur des faits et non sur des ressentis. Car il ne s'agit pas de la plus grande mobilisation jamais réalisée en France. Non. Mais en revanche, il s'agit d'une mobilisation qui prend une ampleur assez inattendue et dont les revendications politiques se précisent. À Blas, nous étions avec nos équipes à 4 endroits différents sur le terrain en France toute la journée pour vous raconter ce mouvement qui fait tant parler. Alors que s'est-il passé le 18 septembre exactement du côté des manifestants, des forces de l'ordre? Qui a cassé quoi? Qui a violenté qui? Deuxième aspect de cette journée, qu'en disent les médias et les responsables politiques? Comment réagissent-ils? À quoi devons-nous nous attendre dans les prochains jours? On vous propose de prendre du recul sur ces événements dans cette émission spéciale pour Blast. Avant d'aller dans les manifestations, nous avons regardé la télévision. Car la manière dont un mouvement social est appréhendé par les autorités et les grosses voix de l'information dit aussi beaucoup de la dangerosité potentielle de la mobilisation pour l'ordre en place. La journée de mobilisation, avant même qu'elle n'ait lieu, a déjà été décrédibilisée dans une bonne partie des médias et par de nombreux responsables politiques. Bruno Retailleau, en charge de la gestion sécuritaire des événements, annonçait déjà une potentielle violence et une répression policière. Devant ces groupuscules qui seront nombreux, d'ultra-gauche, nous serons là évidemment. Sur l'ensemble du territoire national, policiers, gendarmes, c'est plus de 80 000 qui seront mobilisés avec des moyens de tous ordres, bien entendu, des drones, mais aussi derrière moi j'ai des blindés de la gendarmerie nationale, 26 centaures, 10 engins lanceurs d'eau. 80 000 policiers et gendarmes, c'est un dispositif très important, beaucoup plus que pour l'essentiel des mouvements sociaux. Et dans les médias, l'heure était à la décrédibilisation du mouvement, encore une fois avant même qu'il n'ait eu lieu. Sur BFM, un intervenant expliquait la veille qu'il s'agissait là d'un mouvement LFI et syndicaliste qui ruinait le pays. Ils flinguent le pays aussi, ils font partie du problème. Donc, là, vous parlez de qui quand vous dites ça? Des syndicats, de LFI. Pourquoi vous dites que les syndicats flinguent le pays? Ben, demandez à tous les patrons, ils vont vous le dire. Moi, par exemple, dans ma boîte, je suis plus le patron. Je suis plus le patron, bah non. Les droits, les salariés ont énormément de droits. Moi, j'en ai quasiment aucun. Sur RMC, la précarité, c'était même la faute des socialistes à Paris. C'est pas Macron qui m'a mis dans la précarité, c'est la mairie socialiste de Paris avec son idéologie. Déjà, moi, je veux pas me retrouver à manifester au côté de la gauche et l'extrême gauche. Déjà, qui a prôné la décroissance pendant des années et qui aujourd'hui va chialer parce qu'on a fermé des usines. Sur la même chaîne, les lycéens ont également été pointés du doigt avant d'avoir entamé leur mobilisation. Les lycéens qui bloquent, on leur paye des lycées à prix d'or, avec des professeurs remarquables, et ils viennent se prendre pour Che Guevara. C'est Nicolas qui leur paye ça, et pas que Nicolas. Si c'est ça la jeunesse française, aujourd'hui, honnêtement, mais il y a aussi un étudiant sur 3 qui a pas de quoi manger. Donc oui, mais enfin, on peut travailler en plus de ses études. Oui. J'espère que cette nouvelle journée d'inertie, qu'ils appellent journée d'action, ne donnera rien. Sur CNews, on a donné la parole à cet agent immobilier, par exemple, qui craignait pour sa vitrine. On a installé un rideau de fer, et à chaque manifestation, on le baisse, jusqu'en bas. Et de manière générale, tout était valable pour décrédibiliser les potentiels manifestants. Je suis maman de collégiens et de lycéens, puisque mon fils est en terminale, et en fait, il n'y a pas de sujet.
il y a une interdiction formelle non seulement d'y aller et de participer au mouvement, et en plus de se balader dans un périmètre, parce qu'on sait que ça se passe toujours un petit peu dans les mêmes quartiers, et qu'en fait, il n'a pas le droit d'y aller parce que ce n'est pas sa place. Et s'il a des choses à combattre, s'il a une colère intérieure, etc., ça va être à moi de gérer cette partie-là en privé. Plusieurs intervenants ont globalement essayé de rattacher ce mouvement à LFI. Quand j'étais lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y avait dans les tribunes des spectateurs quelqu'un qui se réjouissait, qui était Jean-Luc Mélenchon. Qui soutient le mouvement. Et aujourd'hui... Vous le voyez quand même derrière les violences ? Mais pour moi, c'est une évidence. C'est l'ombre de la France insoumise, c'est la main de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui nourrit le chaos parce qu'il espère la révolution. Et la vérité, c'est que quand vous entendez les leaders politiques essayer de capter de manière ultra maladroite, souvent très insincère, en transformant des revendications qui sont légitimes en des propositions politiques qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que pensent les gens, bah vous dissuadez un peu d'aller manifester. Je pense que c'est aussi simple que ça. M. Mélenchon souhaite créer dans la société française un climat insurrectionnel. La France insoumise est dans une stratégie complètement différente. Ils pensent que c'est par le bordel qu'ils rencontreront le succès politique. Donc, effectivement, ils sont plutôt à jeter de l'huile sur le feu quand il y a des manifestations. Le fait de harceler les policiers, la France insoumise met en danger notre société. Et il faut le rappeler, ce mouvement social ne s'inscrit pas dans le cadre d'un parti politique, ni LFI, ni aucun autre. Comme nous l'avions expliqué dans notre émission de la semaine dernière, qui revenait en détail sur les raisons de toute cette colère, on peut retracer précisément les soutiens qui se sont multipliés de la part de l'intégralité des partis politiques inscrits à gauche, qui y voient une aubaine politique, mais cette mobilisation reste hétéroclite et elle est partie de la société civile. Ce que nous avons observé sur le terrain, c'est aussi, ce 18 septembre, une forte mobilisation de la part des syndicats qui tiennent tous à rappeler qu'ils se situent en dehors des partis politiques. Et ce qui fait l'ampleur de cette mobilisation, c'est évidemment qu'il y a certaines forces politiques, mais c'est aussi de nombreuses personnes issues de la société civile, des syndicats ou encore des associations. Au vu du rejet de la classe politique affiché par de très nombreux citoyens, essayer de le réduire à un seul mouvement social partisan, c'est essayer aussi de le neutraliser. Et ça, c'est tout simplement faux. Ce n'est pas ce que l'on peut observer ni dans les appels à manifester, ni dans la bouche des manifestants sur le terrain. C'était de vraiment en fait, laisser les gens faire au maximum. Donc juste poser un petit cadre, dire bah voilà, en gros, on est ça, on fait ça, c'est le 10 septembre, on est à partisans. On est très politique, mais on est un partisan. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de récupération, il n'y a pas d'organisation qui décide quoi que ce soit. C'est le mouvement de tout le monde, c'est votre mouvement. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez, quoi. Débordez tout, débordez les organisations syndicales, débordez les partis, débordez les médias, débordez tout, en fait. Vous prenez possession du truc. Il n'y a personne qui doit vous dire fais ci, fais pas ça, pense ci, pense pas ça. Faites. Ce mouvement, c'est avant tout un ensemble hétérogène qu'on ne peut réduire ni à un syndicat, ni à un parti. Et pour le comprendre, il faut revenir en détail sur le déroulé de cette journée. Commençons par les chiffres. La CGT a recensé plus d'1 million de personnes dans les manifestations organisées jeudi dans toute la France, à l'appel de l'ensemble des syndicats pour tenter de peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. La semaine précédente, cette même CGT avait estimé la mobilisation de Bloc-on-Tout à 300 000 personnes. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont plus bas. Il estime qu'il y a eu un demi-million de manifestants contre 175 000 la semaine précédente, selon ce même décompte. Dans tous les cas, tous les observateurs valident donc que le nombre de manifestants a triplé en une semaine. Côté grève, les agents de la fonction publique d'État ont été 10,95% sur 2,5 millions d'agents au total à faire grève à l'appel d'une intersyndicale large, principalement dans l'éducation nationale, selon les chiffres du ministère de la fonction publique publiés à la mi-journée du 18 septembre. Et côté mobilisation physique, tout a commencé dans les lycées et sur les points de blocage assez tôt le matin. Ici, à Chambéry, avec plus d'1 millier d'élèves en grève qui ont bloqué en musique, notamment au son de John Lennon, Imagine. À Paris, il y a aussi eu le lycée Buffon, le lycée Maurice Ravel ou encore, à Marseille, le lycée Thiers.
Mais donc il y a aussi eu des points de blocage tôt le matin sur les routes, ici à Rennes avec des poubelles, ou encore ce blocage d'une usine d'armes à Marseille pour dénoncer le génocide à Gaza commis par Israël. Et à Paris, porte de Vincennes, là encore un blocage à l'aube. Puis, au milieu de la matinée, les syndicalistes de Sudrail ont envahi le ministère de l'économie et des finances à Paris. Comme lors du 10 septembre, partout en France, les personnes mobilisées ont globalement déployé beaucoup de créativité pour bloquer certains endroits. Et il faut bien souligner que ces techniques n'étaient pas les mêmes en fonction des territoires ou des collectifs présents. Ici, à Cherbourg, par exemple, les manifestants ont traversé en continu des passages piétons pour bloquer la circulation. La même technique a été utilisée à Toulouse, près de Rennes, où des manifestants ont roulé doucement en vélo sur la route pour faire entendre la voix de la ruralité, et à Chambéry également en roulant doucement toujours sur ce même rond-point comme la semaine précédente. Globalement, pendant la journée du 10 septembre, les blocages ont rarement tenu longtemps, car ils étaient immédiatement démantelés par les forces de police en nombre qui étaient dépêchées très tôt et qui n'hésitaient pas à faire usage de brutalité, ça nous y reviendrons un petit peu plus tard. Puis, dans l'après-midi, un mouvement massif s'est déployé dans toute la France. Pour vous donner une comparaison, ces chiffres que je vous ai donnés un peu plus tôt, si on prend ceux du ministère de l'Intérieur, sont largement supérieurs à ceux de l'ensemble des mouvements de gilets jaunes, si l'on s'appuie toujours sur le même décompte. C'est cependant 2 fois moins élevé que pendant les manifestations contre les réformes des retraites, dont les mobilisations les plus suivies avaient rassemblé un peu plus d'1 million de personnes, toujours selon le ministère de l'Intérieur. Les images témoignent tout de même d'une mobilisation importante. Et si l'on a beaucoup vu les images parisiennes, il nous semblait important de faire le tour d'une bonne partie des villes françaises qui constituaient finalement l'essentiel du nombre de personnes mobilisées. À Marseille, le Vieux-Port était noir de monde. À Grenoble, les manifestants défilaient au son de « Nous sommes tous antifascistes ». La foule était présente en Bretagne, à Lorient, à Brest, à Vannes, mais aussi à Lyon, Nantes, Lille, Muret, Le Mans, Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, Avignon, Limoges, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Et la mobilisation s'est aussi étendue au département d'Outre-mer, comme sur l'île de la Réunion. Partout, les manifestants avaient des revendications assez similaires à celles de la semaine dernière. Dans les grandes lignes, contestation des coupes budgétaires, défense du service public, appel à la démission d'Emmanuel Macron, revendication de justice climatique et sociale et dénonciation du génocide à Gaza. C'est à Paris que la plus grosse mobilisation a eu lieu et là encore, c'était très hétéroclite. Ça a commencé le matin, dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où les soignants ont organisé une assemblée générale. À la Défense, on a vu ces cadres manifester, notamment ceux de la Société Générale. Puis, 2 gros cortèges, l'un gare du Nord, qui faisait suite à une assemblée générale organisée par les syndicats de cheminots, et l'autre organisé au départ de Bastille en direction de Nation, en passant par République. Ça, c'était le principal, et comme vous pouvez le voir sur ces images, il était assez conséquent. Eh bien, ces 2 cortèges ont fini par se rejoindre place de la République. Et la fin de la journée a été plus dispersée entre Concorde, République, Bastille et Nation, le tout émaillé de violence. Dans les manifestations parisiennes, des manifestants ont ramené une fausse guillotine qui a beaucoup fait parler dans les médias d'extrême droite. On légitime symboliquement des décapitations avec ce qu'on a vu là, avec cette... la guillotine. La guillotine. Voilà, la fameuse guillotine. Nos reporters ont pu filmer des scènes d'insultes de la part des manifestants contre les forces de l'ordre et des jets de projectiles.
À Lyon, des groupes radicaux s'en sont notamment pris aux forces de l'ordre, comme vous pouvez le voir sur ces images diffusées par le journal local Le Progrès. Et si ces événements ont bien eu lieu, l'immense majorité des manifestations ont été pacifiques. Mais ce sont ces éléments qui sont mobilisés dans les discours, notamment du ministère de l'Intérieur, pour justifier les violences commises à l'endroit des manifestants. Et on l'a vu dans les déclarations de Bruno Retailleau au début de cette vidéo. Les forces de l'ordre disposaient de moyens très importants. Ces images de blindés déployés sur tout le territoire ont fait le tour des réseaux sociaux. À Paris, les forces de l'ordre étaient en très grand nombre avant que les événements ne commencent. Mais dès le début de la matinée, des images de violences policières ou de manquements de la part des forces de l'ordre ont été diffusées. Comme ici à Lyon, où les policiers ne portaient pas leur RIO, le numéro d'immatriculation qui permet de les identifier et qui est pourtant obligatoire. À Marseille, au petit matin, la répression était déjà violente. La répression a aussi eu lieu dans les lycées, notamment ici dans la ville de Caen. Elle s'est aussi déployée contre les lycéens de Rennes. Ou encore à proximité du lycée Maurice Ravel à Paris, où les policiers ont pointé des armes LBD sur les lycéens à plusieurs reprises, comme en attestent ces images. À Nantes, la police a multiplié les charges contre des cortèges pacifiques. Et à Paris, les violences policières et le fait de malmener les manifestants et manifestantes étaient en quelque sorte organisés. Dès le petit matin, des manifestants qui ont tenté de bloquer un dépôt de bus de la RATP, par exemple, se sont fait déloger avec violence. La Bravem était mobilisée proche de la gare du Nord dès le matin, là aussi. Place de la République, lieu de passage du défilé, rappelons-le, donc encadré par les syndicats, validé par la préfecture, il y avait déjà des grilles en début d'après-midi. Et ces grilles, elles peuvent servir dans le cas d'une NAS. Une NAS, c'est censé être illégal, mais c'est devenu une véritable doctrine depuis quelques années. Cela consiste à enfermer des manifestants, la plupart du temps totalement pacifistes, en ne leur laissant pas la possibilité de sortir avant souvent de les violenter ou de les gazer. Les syndicalistes ont bien essayé de dénoncer cette doctrine, comme ici ce militant de Sudrail au milieu de journée. Enfin, juste ce matin, on parle juste de lycéens ou de lycéennes ou des camarades de la RATP qui étaient en grève et qui se sont fait matraquer et qui ont reçu de la gaz lacrymogène. Je vais vous dire deux trucs sur les 2 poids 2 mesures. 2 citations. Bruno Retailleau pour la crise agriculture. Les forces de l'ordre, j'appelle les forces de l'ordre à la bienveillance. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? C'est des ordres politiques qui ont été donnés aux policiers et aux policières d'aller matraquer des lycéens et lycéennes qui étaient à 9h du matin. C'est ça la réalité de ce matin. On est très loin des Black Blocs qu'on veut nous faire peur depuis hier soir. Ça n'a pas empêché les manifestations de subir une répression violente, notamment en fin de journée. Le tout s'est terminé dans une manifestation sauvage vers Nation, République et Concorde. Tout un tas de scènes de violence, principalement de la part des policiers, ont été rapportées par les journalistes sur place. Enfin, comme la semaine dernière, des violences ont été exercées à l'encontre des journalistes eux-mêmes. Et une pensée ce soir pour notre collègue correspondant à Lyon qui a été blessé au dos lors de heurts entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes en marge des manifestations. Il a été pris en charge et transporté à l'hôpital. Nous pensons à lui ce soir. Comme la semaine dernière, les médias d'extrême droite étaient déchaînés contre les manifestants avec un objectif clair, caricaturer, criminaliser, décrédibiliser. On a sous les yeux le résultat de la haine de la police et du laxisme de la justice. Une journée de grève, ça coûte à peu près 0,15 points de PIB. Les manifestants sont toujours des adversaires. Ils louent des Airbnb parce que comme ça, ils peuvent stocker et des vêtements et des projectiles. Beaucoup vivaient dans un monde parallèle. Quand on regardait les slogans qui étaient affichés, quand on écoutait les manifestants qui interrogeaient,
revenait de manière récurrente, taxons les riches, abrogation de la retraite. J'ai vu des lycéens devant leur, en train de bloquer leur établissement. Tu leur donnes la parole et ils sont là avec leur air ahuri et leur buzzcut là insupportable. Ils sont jeunes quoi. Et ils arrivent même pas à faire une phrase de français. Ils sont en recherche de sensations fortes en fait. Ils recherchent de sensations fortes, voilà. Et puis changer de portage dans leur quotidien, se donner un petit peu d'adrénaline. C'est leur guerre du Vietnam quoi. Quand on s'attaque aux policiers, on s'attaque à l'autorité de l'État, mais l'autorité à tous les niveaux. L'autorité parentale, elle n'existe plus. Du côté des personnalités politiques de droite et d'extrême droite, ce n'était pas mieux. De Laurent Wauquiez, en passant par Éric Zemmour jusqu'à Jordan Bardella, tous ont insisté sur les violences commises à l'endroit des policiers, sans jamais parler de violences policières et bien sûr sans jamais soutenir le mouvement social. Mais alors pourquoi s'attarder sur le traitement médiatique ? Parce que la perception d'un mouvement social par l'opinion publique peut influencer la manière dont ce mouvement sera traité et considéré. Et que certains mouvements sociaux comme celui-ci fassent l'objet d'un traitement partial, voire mensonger, empêche de parler par exemple des enjeux de fond soulevés par les manifestants ou encore de la question de la réponse politique. Alors que faut-il retenir de cette journée de mobilisation ? Premièrement, elle était assez massive et surtout, elle reste très hétéroclite, ce qui peut expliquer son traitement médiatique parfois caricatural. Contrairement à la mobilisation contre la réforme des retraites, par exemple, qui avait un seul mot d'ordre, c'était assez clair, là on est face à une colère diffuse, généralisée, liée à des années d'augmentation des inégalités, de réformes brutales et antisociales, et surtout de mépris politique. Ce sont tous ces éléments agrégés qui produisent l'éclatement de cette colère qui était en sourdine depuis bien longtemps et qui ne sera probablement pas éteinte par une ou deux annonces politiques. On peut noter que malgré une répression policière en constante augmentation, comme en attestent divers rapports, notamment ceux d'Amnesty International, de la Ligue des droits de l'homme ou encore de la Défenseure des droits, une partie importante de la population continue à se mobiliser envers et contre tout. La question reste encore et toujours celle de la canalisation de cette colère et de ses débouchés politiques potentiels que nous continuerons évidemment à documenter à Blast. Cette émission d'analyse s'inscrit dans le cadre de tout un tas de formats que nous produisons ici en équipe, du reportage aux articles sur notre site ou aux entretiens de fond pour prendre un peu de recul. Si vous voulez que nous puissions continuer à faire notre travail en toute indépendance, vous pouvez nous soutenir. Déjà en partageant cette émission autour de vous, surtout dans la mesure où elle contient des images de violence, nos vidéos de ce type sont souvent censurées par l'algorithme. Vous pouvez aussi la commenter, la liker, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr, et moi je vous dis à très bientôt.